Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur Charm Stories. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à partager les histoires avec d'autres. D'ailleurs, pour activer les sous-titres, cherchez l'icône CC sur le lecteur vidéo. Elle se trouvera dans le coin supérieur droit si les sous-titres sont disponibles. Maintenant, plongeons dans l'histoire. Jack Wild se tenait près du mur de verre de son bureau en hauteur, observant le coucher de soleil automnal peindre l'horizon londonien. Son regard était vif, presque prédateur, alors qu'il tenait une enveloppe crème avec « Karen Samy » soigneusement écrit en lettres d'or. Le poids de l'enveloppe lui semblait être une arme dans sa main, une promesse silencieuse de vengeance. Le reflet de sa montre en platine indiquait 19h43, mais la journée était loin d'être terminée. « Monsieur Wild » dit Emerald, son assistante, en posant un épais dossier sur son bureau. Les derniers documents de la fusion viennent d'arriver. Jack hocha à peine la tête, son regard fixé sur la ville en contrebas, son esprit entièrement absorbé par une autre affaire. À 35 ans, il avait fait de Wild Industries une puissance dans le domaine de la technologie durable. Son mariage imminent avec Emily Brandon, héritière d'une des plus anciennes fortunes de Grande-Bretagne, assurerait sa position au sein de l'élite londonienne. Mais ce soir, son esprit n'était ni à sa fiancée ni à son empire. Il était à Karen Samy, son ancienne amante. « Autre chose, monsieur » demanda Emerald, remarquant le regard lointain dans ses yeux. « Oui » dit Jack en se retournant enfin. Il lui tendit l'enveloppe. « Assurez-vous que cette invitation soit livrée en personne. Et je veux une confirmation de réception. » Emerald hocha légèrement la tête avant de partir. Une fois seul, Jack se versa un verre de whisky, laissant son esprit dériver 12 ans en arrière. Il pouvait encore voir le visage de Karen, ses yeux remplis de blessures et d'incrédulité. À l'époque, elle était une étudiante en droit passionnée, rêvant de faire une différence. Leur relation avait été intense, mais il avait choisi l'ambition plutôt que l'amour, la quittant dans un café un soir de pluie. « Tu ne peux pas être sérieux, Jack » sa voix résonnait dans son esprit. « 5 ans ensemble, et c'est tout ? Tu as juste fini ?» Il avait été froid, presque robotique. « Je dois me concentrer sur mon avenir, Karen » avait-il dit. Il n'y avait pas de grande opportunité qui l'attendait à New York, comme il l'avait prétendu. La vérité était qu'il avait simplement décidé qu'elle ne correspondait pas à ses projets. Maintenant, il était fiancé à Emily, une partenaire parfaite pour son image publique. Mais à mesure que sa richesse grandissait, son amertume envers Karen aussi. Contre toute attente, elle était devenue une avocate respectée des droits de l'homme, sa gentillesse et son idéalisme intact. Des qualités qu'il avait autrefois admirées mais qu'il trouvait maintenant irritantes. Dans son esprit, elle aurait dû être brisée par leur rupture, pas s'épanouir. L'invitation de mariage n'était pas un rameau d'olivier. C'était un message de pouvoir, une occasion de lui montrer ce qu'elle avait manqué. Il la voulait là, le regardant se marier dans le genre de richesse et d'influence qu'elle ne pourrait jamais toucher. À ce moment-là, son téléphone vibra avec un message d'Emerald. Invitation livrée en main propre. Confirmation de réception obtenue. Jack eut un sourire narquois, son anticipation grandissant. Dans 3 semaines, son mariage serait l'événement social de l'année. Des centaines d'invités, une couverture médiatique sans fin. Ce serait un spectacle. Et Karen, au milieu de tout ce luxe, devrait voir à quel point il avait grimpé haut. L'interphone de son bureau crépita. « Monsieur Wild » la voix d'Emerald retentit. « Votre fiancé est en ligne. » Il prit une profonde inspiration. « Passez-la-moi. »« Chérie » ronronna la voix d'Emily. « Discutons des arrangements de l'hôtel. »« Je pense changer les fleurs. » Jack répondit distraitement, faisant les bruits d'approbation appropriés, mais ses pensées restaient sur l'invitation. Il imaginait la réaction de Karen. A-t-elle reconnu la calligraphie dorée comme sa subtile provocation? Alors que Jack Wild terminait son appel avec Emily, la nuit avait complètement envahi Londres. Les lumières de la ville scintillaient comme de minuscules étoiles, se reflétant sur les vastes murs de verre de son bureau. Il avait l'habitude d'admirer ces lumières avec Karen à l'époque de leurs études, quand il n'était qu'un jeune homme ambitieux rêvant de pouvoir. Mais maintenant, du haut de son empire de verre et d'acier, ces mêmes lumières semblaient froides, distantes et indifférentes. Le plan était en marche. Dans 3 semaines, il serait marié à Emily Brandon, assurant sa domination sociale. Mais alors qu'il glissait son téléphone dans la poche de son costume italien sur mesure, une voix lancinante dans sa tête demanda
qui a vraiment le plus perdu dans tout ça? Il repoussa cette pensée, ne voulant rien laisser gâcher son moment de triomphe. De l'autre côté de la ville, dans un bâtiment historique de Mayfair, Karen Samy était assise à son bureau dans le cabinet d'avocat qu'elle avait bâti, Martin S. & Associates. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'elle tenait une invitation de couleur crème portant son nom en lettres d'or. Jack Wilde et Emily Brandon ont l'honneur de vous inviter. À ce moment-là, sa secrétaire, Mabel, appela de la porte. Le docteur Sugy est là pour votre réunion avec la famille de réfugiés. Un instant, répondit Karen, rangeant l'invitation dans son tiroir de bureau. Son attention devait être sur ses clients, pas sur une relique de son passé. Pourtant, alors qu'elle était assise avec la famille, son esprit revenait occasionnellement à l'enveloppe. Pourquoi Jacques, de toutes les personnes, l'inviterait-il à son mariage? 12 ans s'étaient écoulés depuis ce jour de pluie à Notting Hill où il lui avait brisé le cœur autour d'une tasse de thé qui refroidissait. Plus tard, après le départ de son dernier client, Karen ressortit l'invitation et la fixa. Jack Wilde et Emily Brandon, murmura-t-elle, une pointe d'incrédulité persistant. Alors qu'elle était plongée dans ses pensées, sa meilleure amie et associée, Natasha Chen, s'appuya contre l'embrasure de la porte. « Tu ne penses pas sérieusement y aller, n'est-ce pas » demanda Natasha, croisant les bras avec un regard entendu. Karen réussit un petit sourire. « Pourquoi pas ? C'était il y a longtemps. » Natasha s'assit dans le fauteuil en cuir en face de Karen, un léger froncement de sourcils sur son visage. « Peut-être parce qu'il t'a brisé le cœur de la manière la plus calculatrice possible, puis a grimpé au sommet en marchant sur des gens comme ceux que nous défendons tous les jours ?» Karen sourit tristement. Parfois, la meilleure façon de clore un chapitre est d'assister à sa fin. Alors que le silence s'étirait, le téléphone de Karen vibra avec un message de sa mère, Elena. « J'ai vu les nouvelles du mariage de Jacques. »« Ça va, ma chérie ?» Elena avait été le rocher de Karen pendant les mois qui ont suivi sa rupture avec Jacques. C'est elle qui avait encouragé Karen à se concentrer sur ses études et, plus tard, sur sa carrière en droit des droits de l'homme. Ce souvenir lui apporta une sensation de chaleur au cœur. « Tu sais ce qui est drôle, » dit Karen, rompant le silence. « Pendant qu'il courait après le pouvoir et la richesse, j'ai trouvé mon véritable but. Aider les gens, défendre les vulnérables. Ça me comble d'une manière que son empire ne pourrait jamais faire. » Natasha lui lança un regard scrutateur. « Alors pourquoi lui donner la satisfaction de te voir à son mariage ? » « Parce que je n'ai rien à cacher, » répondit fermement Karen. La fille naïve qu'il a laissée derrière lui est devenue quelqu'un de fort, quelqu'un qui est fier de ses choix. Le reste de l'après-midi passa dans un tourbillon de réunions et d'appels. À l'approche du soir, Karen décida de rentrer à pied à son appartement de Notting Hill, une habitude qu'elle avait gardée de ses années d'étudiante. Bien que le quartier ait changé, il gardait encore des échos de son histoire avec Jacques. Elle passa devant le café où tout s'était terminé, maintenant une boutique de vêtements vintage, et se souvint comment ses larmes douloureuses avaient laissé place à une détermination qui l'avait surprise elle-même. De retour dans son appartement, Karen se prépara une tasse de thé et s'assit près de la fenêtre, observant Londres vibrer à l'extérieur. Elle sortit son ordinateur portable et tapa « Jack Wilde » dans la barre de recherche. D'innombrables articles apparurent, détaillant ses succès commerciaux et sa vie sociale, remplis de photos de lui avec Emily lors d'événements glamour. « Qu'est-ce que tu essaies de prouver, Jacques » murmura-t-elle en regardant une photo récente. Le garçon qu'elle avait connu s'était transformé en un homme d'affaires endurci. Mais il y avait quelque chose de creux dans ses yeux. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Matthew Denny, un collègue qui avait également reçu une invitation. « J'ai entendu dire que tu étais invité, Karen. Vas-tu vraiment y aller ? » « Oui, Matthew, j'y vais. »« Bien, » répondit-il. « Il y a quelque chose que tu devrais savoir sur Wilde Industries. » Karen l'arrêta doucement. « Je ne suis pas intéressé par les drames ou les révélations, Matthew. J'y vais simplement en tant qu'invité qui leur souhaite du bien. » Après avoir raccroché, Karen se dirigea vers son placard et sortit une vieille boîte. À l'intérieur se trouvait une photo d'elle et de Jacques le jour de sa remise de diplôme. Ils souriaient tous les deux, pleins de rêves et de promesses. Soigneusement, elle remit la photo dans la boîte, scellant les souvenirs. Elle prit l'invitation et écrivit sa réponse. Karen Samy vous remercie de votre invitation et confirme sa présence. Simple, direct, ne laissant aucune place à l'interprétation. En scellant l'enveloppe de réponse,
Karen ressentit un sentiment de paix inattendu. Jacques pourrait voir sa présence comme une partie de son jeu, une façon d'étaler son succès. Mais elle y assisterait selon ses propres termes, non pas comme une ex-petite amie amère, mais comme une femme qui avait trouvé son propre bonheur et sa propre force. Pendant ce temps, à l'hôtel d'Orchester, Emily Brandon se mêlait à l'élite londonienne lors du dîner de répétition, radieuse dans une robe Valentino vert émeraude. Elle était l'image même de l'équilibre et de la grâce, bien que ses yeux se tournent de temps en temps vers Jacques. « Chérie », murmura-t-elle en s'approchant de lui lorsqu'ils eurent un moment seuls, « je viens d'apprendre que ton ex, Karen, a confirmé sa présence. Es-tu sûr que c'est une bonne idée ?» Jacques ajusta sa cravate, un geste nerveux qu'il avait pris récemment. « Émilie, nous en avons déjà discuté. Karen n'est qu'une partie de mon passé que je dois clore. » Ce qu'il n'admit pas, c'était le malaise croissant dans sa poitrine depuis qu'il avait appris sa venue. Les souvenirs de leurs années ensemble avaient commencé à refaire surface, brouillant les frontières entre le passé et le présent. De l'autre côté de la pièce, Matthew Denny, un directeur de Wild Industries, s'approcha de Jacques avec une coupe de champagne. « Jacques, nous devons discuter du projet Myanmar, » murmura-t-il. « Il y a des complications qui nécessitent ton attention immédiate. » Jacques Wild sentit son estomac se nouer en écoutant Matthew Denny, son directeur, discuter du projet Myanmar. C'était son projet le plus grand et le plus ambitieux, mais aussi son plus sombre secret. « Pas maintenant, Matthew. On en parle demain matin à la 1re heure, » dit Jacques fermement, essayant de repousser l'urgence. « Les familles locales sont prêtes à aller voir la presse, » insista Matthew. « Si ça éclate avant le mariage. »« J'ai dit demain, » l'interrompit Jacques, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. À ce moment, Émilie revint après avoir salué un groupe d'invités, ses yeux se plissant légèrement en sentant l'attention. « Tout va bien, chérie ?» « Parfaitement, » répondit Jacques en forçant un sourire. « Juste quelques détails de travail. » Alors que la soirée se déroulait avec des toasts bien répétés et des félicitations, Jacques se retrouva distrait, imaginant le moment où il reverrait Karen. 12 ans, c'était long, mais serait-ce suffisant pour effacer ce qu'ils avaient partagé? Décidant qu'il avait besoin d'un moment, il sortit sur la terrasse et composa le numéro de sa mère, Catherine Wild, une femme raffinée d'une 60aine d'années qui se tenait toujours avec élégance. « Maman, j'ai besoin de parler un instant, » dit Jacques, reconnaissant de sa présence apaisante. Ils sortirent sur la terrasse, et Catherine lui lança un regard sérieux. « Es-tu vraiment heureux, Jacques ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais inquiète. Jacques soupira. « Maman, s'il te plaît, ne commence pas, tu as invité Karen, n'est-ce pas ?» répondit-elle. Ce n'était pas une question mais une affirmation, son ton chargé de sens. C'était une décision stratégique, se défendit Jacques. « Stratégique pour qui, Jacques ?» dit Catherine avec un soupir. « Tu es devenu exactement comme ton père. Brillant en affaires, mais... » Ne termine pas cette phrase, la coupa Jacques, la voix tendue. À l'intérieur de la salle de bal, Émilie avait sa propre conversation tendue avec sa mère, Deborah Bennett, une femme connue pour sa langue acérée et ses opinions sans filtre. « Chérie, » murmura Deborah. « Garde un œil sur Jacques. Les hommes comme lui ont toujours un plan de secours. »« Maman, on en a déjà parlé. Nous avons un contrat de mariage. »« Tout est clair, » répondit Émilie, balayant les paroles de sa mère. « Je ne parle pas d'argent, Émilie, » chuchota Deborah avec un regard entendu. « Je parle de cœur brisé et de réputation ruinée. » La soirée continua, mais sous la surface scintillante, la tension couvait. Jacques vérifiait constamment son téléphone, attendant des nouvelles sur le Myanmar, chaque notification lui serrant la poitrine. Vers la fin de la soirée, Matthew s'approcha de nouveau de lui, le visage sombre. « Je viens de recevoir un appel de notre contact à Yangon, » murmura-t-il. « La situation est pire que nous le pensions. Les familles ont des preuves, Jacques. Des preuves qui pourraient ruiner tout ce que tu as construit. » Le cœur de Jacques se serra. C'était l'œuvre de sa vie, son empire, et il ne tenait qu'à un fil. « Combien veulent-ils » demanda-t-il d'un ton bas et désespéré. « Il ne s'agit pas d'argent, Jacques. Ils veulent la justice. » Le mot « justice » résonna dans son esprit, et il ne put s'empêcher de penser à Karen et à son travail pour les droits de l'homme. Le destin, semblait-il, avait un sens cruel de l'ironie. Émilie apparut à ses côtés, enlaçant son bras. « C'est l'heure du dernier toast, chérie » dit-elle en le ramenant dans la pièce.
Jacques leva son verre, souriant à ses invités tout en calculant mentalement ses options. Le projet Myanmar avait été son chef-d'œuvre, mais il se sentait maintenant comme sa chute morale. À la famille Wilde, porta un toast quelqu'un. Les verres s'entrechoquèrent, mais pour Jacques, le son ressemblait plus à des chaînes qui se resserraient autour de lui. Dans moins de 48 heures, Karen serait là, témoin non seulement de son mariage, mais peut-être aussi de sa chute. La soirée se termina par des sourires forcés et des adieux polis. Sur le chemin du retour, Émilie s'endormit sur son épaule, épuisée par les événements de la nuit, tandis que Jacques resta éveillé, déchiré entre son empire en ruine et son passé obsédant. Le lendemain matin, Karen se préparait pour son dernier rendez-vous de travail avant le mariage. Elle ajusta le blazer de sa tenue Stella McCartney, se rendant au tribunal pour une affaire de réfugiés syriens qui avait pris un tournant soudain. « Votre honneur, les preuves sont claires », dit-elle avec confiance au tribunal. La famille Al-Rahman fera face à une persécution directe si elle est renvoyée en Syrie. Leurs droits humains fondamentaux sont en danger. Tout en défendant la famille, Karen se mit à penser à la soirée à venir, un contraste frappant avec la réalité pour laquelle elle se battait au tribunal. De l'autre côté de la ville, Émilie se préparait pour le mariage au spa de l'hôtel, essayant de se détendre, mais son esprit était en ébullition. Un message anonyme qu'elle avait reçu la nuit précédente la rongeait encore. « Votre fiancé n'est pas celui que vous pensez. Le Myanmar n'est que le début. Monsieur Bennett. » Mademoiselle Bennett, appela doucement la masseuse. « C'est l'heure de votre traitement. » Pendant ce temps, dans son bureau à Wild Industries, Jacques faisait face au sombre rapport que Matthew venait de lui livrer. 500 familles, Jacques, insista Matthew, la voix tendue. Déplacés pour ce complexe industriel, et maintenant ils ont la preuve que nous connaissions les risques environnementaux. Jacques se passa une main sur le visage, las. Combien de temps avons-nous? Ils nous ont donné 48 heures. Si rien ne change d'ici là, ils iront voir la presse internationale. Le téléphone de Jacques vibra, et il y jeta un œil pour voir Natasha Chen, l'associée de Karen, en ligne. Son ton était glacial. « Monsieur Wilde, je crois que nous devons discuter de certaines opérations en Asie du Sud-Est. » Le sang de Jacques se glaça. « Que voulez-vous dire, Natasha ? » Disons simplement que certaines de ces familles ont maintenant une représentation légale appropriée. Karen ne le sait pas encore, mais après le mariage, nous aurons une conversation très intéressante. Au palais de justice, Karen venait de gagner le procès pour la famille Al-Rahman lorsque son téléphone vibra avec un message d'Émilie. « Pouvons-nous nous voir pour un café ? C'est urgent. » Le Wolseley Café, avec son élégant intérieur art déco, fut le théâtre de ce qui devint l'une des rencontres les plus surréalistes de la vie de Karen. Elle arriva et trouva Émilie assise nerveusement à une table d'angle, tapotant ses doigts sur une tasse de café intacte. « Merci d'être venue, » commença Émilie, la voix tremblante. « Je sais que c'est inhabituel, mais... j'ai besoin de savoir. Comment était-il avant de devenir ça ?» Karen étudia la femme en face d'elle, belle et composée, mais clairement troublée. « Pourquoi me demander ça, la veille de ton mariage ? » « Parce que j'ai besoin de savoir si je suis en train de faire la plus grande erreur de ma vie, » répondit Émilie, la voix brisée, les larmes montant à ses yeux. De l'autre côté de Londres, Jacques Wilde était sur le point de recevoir une visite inattendue. Sa mère, Catherine Wilde, entra dans son bureau sans être annoncée, son visage marqué par des années d'inquiétude et de déception. « Le Myanmar, Jacques ? Vraiment ?» Sa voix portait le poids de décennies et était vive de désapprobation. « Ton père serait fier de toi, » dit-elle froidement. « Et ce n'est pas un compliment. »« Maman, tu ne comprends pas, » commença Jacques, essayant de se défendre. « Le marché asiatique. »« Non, c'est toi qui ne comprends pas, » le coupa-t-elle. « Demain, quand tu seras à l'hôtel, en regardant dans les yeux d'Émilie, tu ne porteras pas seulement tes mensonges. Tu porteras le poids de centaines de vies qui ont été ruinées. » Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Karen rencontrait Émilie au café. Choisissant ses mots avec soin, Karen dit « Le Jacques que j'ai connu est mort il y a longtemps, ou peut-être n'a-t-il jamais vraiment existé. Fais confiance à ton instinct, Émilie. Si quelque chose te semble anormal, ne l'ignore pas. » Émilie déglutit difficilement, avouant « Il se passe quelque chose de grave, Karen. Je le sens. Mais j'ai peur de ce que je vais trouver. » À Wild Industries, Matthew coordonnait une équipe de crise. Des documents étaient déchiquetés,
des emails supprimés, des traces numériques effacées. Mais certains secrets, comme l'eau, trouvent toujours un moyen de s'infiltrer. Dans son bureau, Natasha Chen plaça un dossier intitulé « Projet Myanmar » dans une enveloppe sécurisée adressée à Karen. Elle décida d'attendre après le mariage pour partager son contenu, connaissant le pouvoir qu'il détenait. Alors que l'après-midi avançait, la ville se préparait à l'événement social le plus attendu de l'année. Karen retourna à son appartement pour se préparer, son esprit rejoignant sa conversation avec Emily. Sa robe, une pièce élégante et épurée en bleu saphir, attendait dans son placard. Dans son pantouse, Jacques se tenait près de ses fenêtres panoramiques, regardant la ville. Son téléphone vibrait sans arrêt avec des messages, fournisseurs, invités et Mathieu avec des nouvelles de plus en plus alarmantes sur le Myanmar. Mais un message le fit s'arrêter, une photo d'il y a des années de lui et Karen avec une légende, certains choix nouantes pour toujours. Le soleil couchant projetait des nuances d'orange et de rouge sur Londres, et dans différentes parties de la ville, 4 personnes contemplaient l'horizon, chacune accablée par des secrets et des peurs. Karen, sur le point de découvrir quelque chose qui pourrait tout changer. Emily, rongée par les doutes. Jacques, regardant son empire vaciller sur le bord du gouffre. Et Natasha, détenant des preuves qui pourraient tout faire s'effondrer. Le matin du mariage se leva avec une lumière douce et diffuse filtrant à travers les nuages de Londres. Dans la suite principale du Claridge's, Emily Brandon se regardait dans le miroir, entourée de stylistes et de maquilleurs qui s'affairaient autour d'elle. Sa robe Vera Wang, un chef-d'œuvre de soie et de dentelle française, était suspendue à proximité comme une promesse silencieuse. « Tu trembles, ma chérie », observa sa mère, Debra Bennett, en ajustant son voile. « Les nerfs avant le mariage, c'est tout à fait normal. »« Ce ne sont pas les nerfs, maman, » murmura Emily, juste assez fort pour que Debra l'entende. « J'ai reçu 3 autres messages anonymes pendant la nuit. Tous mentionnant le Myanmar. » L'expression de Debra vacilla une seconde, mais elle se reprit rapidement. « Ignore-les, ma chérie. Ce sont juste des gens jaloux qui essaient de gâcher ton grand jour. » Pendant ce temps, dans son appartement de Mayfair, Jacques ajustait son smoking Tom Ford lorsque Matthew fit irruption dans la pièce, ignorant les protestations du témoin de Jacques. « C'est sorti, » dit Matthew à voix basse, montrant à Jacques sa tablette. Le Financial Times a commencé à fouiner. L'article n'est pas toute l'histoire, mais ils font allusion à nos opérations au Myanmar. Nous avons une fuite interne, Jacques. Jacques prit la tablette, sa main peinant à rester stable alors qu'il lisait le titre. Wild Industries, des questions se posent sur les opérations en Asie du Sud-Est. Annule tout, aboya Jacques, la panique s'infiltrant dans sa voix. Le mariage, demanda son témoin, confus. Tu es fou ? 400 invités sont en route. Pas le mariage, idiot. Les opérations au Myanmar. Transférer les fonds aux filiales des Caïmans. Geler les actifs locaux immédiatement. De l'autre côté de la ville, Karen terminait ses préparatifs. Sa robe saphir épousait sa silhouette avec une élégance discrète. Natasha arriva avec du café et un air sérieux. « Je peux encore t'empêcher d'y aller », offrit Natasha, lui tendant une tasse de Starbucks. « On en a déjà discuté, Nat. » « Alors je dois te montrer quelque chose, » dit Natasha, sa main planant au-dessus de son sac où les preuves du Myanmar reposaient dans une lourde enveloppe. Mais avant qu'elle ne puisse continuer, le téléphone de Karen sonna. C'était Richard Denny. « Karen, nous devons parler. Il s'agit de Jacques, et de centaines de familles qui ont besoin de quelqu'un comme toi. Richard, aujourd'hui n'est pas le jour. Crois-moi, Karen, aujourd'hui est exactement le jour. » À la cathédrale de Westminster, les dernières touches étaient apportées sous la direction méticuleuse de l'organisatrice de mariage. Des fleurs blanches et dorées tombaient en cascade le long des piliers historiques, créant une atmosphère éthérée. Les invités commençaient à arriver, y compris des diplomates, des PDG et même des membres de la royauté européenne. Catherine Wilde regardait les décorations avec un nœud dans l'estomac, serrant une enveloppe confidentielle. À l'intérieur se trouvaient des photographies du Myanmar qui lui donnaient la nausée. Au Claridge's, Emily recevait ses dernières retouches lorsque sa demoiselle d'honneur en chef se précipita, tenant son téléphone. « Emily, tu dois voir ça. » C'était un fil Twitter viral. Des hashtags comme Wild Industries et Human Rights clignotaient sur l'écran. Emily ferma les yeux, se souvenant de sa conversation avec Karen la veille. « Appelle mon père, dit-elle doucement, sa voix à peine un murmure.
Pendant ce temps, Karen et Natacha étaient dans une voiture en direction de la cathédrale. L'enveloppe dans le sac de Natacha pesait comme du plomb. « Si je te montre ça maintenant, commença Natacha, tu ne pourras pas garder ton sang-froid pendant la cérémonie. » « Depuis quand sauver les apparences est-il devenu plus important que la vérité ?» rétorqua Karen. « Depuis que la vérité a le pouvoir de ruiner des vies, » répondit doucement Natacha, ses mots suspendus dans l'air alors que la voiture avançait péniblement dans le trafic londonien dense. Dans sa limousine, Jacques alternait entre des messages frénétiques avec ses avocats et des gorgées nerveuses de whisky. À la cathédrale, les invités murmuraient à propos du père de la mariée, qui était visiblement absent alors qu'il était censé accueillir les premiers arrivants. Benedict Bennett était en fait enfermé dans son bureau à Canary Wharf, observant les actions de Wild Industries commencer une lente mais régulière baisse. Karen arriva à la cathédrale, le cœur battant. Elle ne savait pas si c'était de la nervosité, de l'appréhension ou autre chose. Alors que Karen sortait de sa voiture à la cathédrale de Westminster, le poids des paroles de Richard résonnait dans son esprit. Elle ressentait un mélange de confusion et d'appréhension face aux fragments de sa conversation avec Emily. Des photographes bordaient les marches, leurs appareils crépitant comme une tempête de minuscules éclairs, capturant l'arrivée de chaque invité. Les sourires sur leurs visages étaient des masques, cachant un courant sous-jacent de tension. « Dernière chance », murmura Natacha, prenant doucement le bras de Karen. « Je peux te montrer ce qu'il y a dans cette enveloppe maintenant, ou nous pouvons attendre après la cérémonie. Mais une fois que tu sauras, il n'y aura pas de retour en arrière. » Karen leva les yeux vers la grande façade de la cathédrale, puis vers les invités dans leur tenue de cérémonie. Le ciel de Londres s'assombrissait de nuages d'orage, comme pour refléter le chaos qui couvait. « Certaines vérités, » répondit-elle doucement, « ne peuvent pas attendre une minute de plus. » À l'intérieur de la cathédrale, l'air était dense d'ombre et de lumière. Des vitraux centenaires projetaient des motifs colorés sur les murs. Karen s'assit sur un banc latéral, sentant la lourde enveloppe sur ses genoux. Ses mains tremblaient alors qu'elle brisait le sceau, révélant des documents qui exposaient la terrible réalité du projet Myanmar. « Mon Dieu » murmura-t-elle, ses yeux parcourant les pages. Des photos de villages détruits, des contrats avec des clauses cachées, des emails internes discutant des déplacements nécessaires. Chaque page approfondissait son horreur. Mais une photo la figea. Jacques, 3 mois plus tôt, serrant la main d'officiers militaires locaux, un sourire froid sur le visage, avec la dévastation s'étendant derrière lui. Dans la chambre de la mariée, Emily faisait face à sa propre crise. Son père, Benedict Bennett, venait d'arriver, le visage pâle de tension. Les actions chutent, l'informa TI à voix basse. Et ce n'est que le début. Des sources internes disent que toute l'histoire sera dans les médias dans quelques heures. Toujours dans son peignoir de soie, Emily fixa sa robe de mariée. Elle ressemblait maintenant plus à une armure qu'elle ne voulait plus porter. « À quel point est-ce grave ?» demanda-t-elle. « Il ne s'agit pas seulement d'argent, Emily. Cela va endommager des réputations. Ruiner des vies. » À l'hôtel, les témoins échangeaient des chuchotements inquiets, vérifiant leur téléphone de manière obsessionnelle. Matthew, en sueur dans son smoking italien, était bombardé de nouvelles inquiétantes de ses contacts en Asie. Jacques était isolé dans la sacristie, son téléphone vibrant sans fin. Catherine Wilde entra dans la pièce, ses yeux un mélange de colère et de déception. « J'ai vu les photos, » dit-elle, sa voix tremblant d'indignation. « Comment as-tu pu ? » Des familles entières, Jacques. Des enfants. La réponse de Jacques était robotique, comme s'il récitait une ligne de son manuel d'entreprise. C'était nécessaire pour la croissance. Le marché asiatique. Assez parlé du marché, l'interrompit Catherine, la voix pleine de douleur. Ton père a détruit notre famille dans sa quête de pouvoir. Et maintenant toi. Soudain, une agitation se produisit dans la nef principale de la cathédrale. Karen, les larmes coulant sur son visage, s'était levée du banc, serrant les preuves dans ses mains. « Je dois parler à Emily, » dit-elle à Natacha. « Elle doit savoir la vérité. »« Pas besoin, Karen, » retentit une voix. Emily se tenait à l'entrée latérale, toujours sans sa robe de mariée, son visage empreint d'un calme déterminé. Elle portait une dignité qui n'avait besoin d'aucune tenue de cérémonie. « Madame Bennett. » commença doucement Karen. « S'il vous plaît », Emily leva la main. « Montrez-moi tout. » Les deux femmes se retirèrent dans une pièce privée, où Karen partagea les documents. Alors que les invités commençaient à murmurer,
remarquant le retard, Deborah Bennett se déplaçait avec grâce à travers la foule, essayant de sauver les apparences, expliquant le retard par des problèmes techniques mineurs. Mais chaque fois qu'elle vérifiait son téléphone, son sourire posé vacillait. Dans la pièce privée, Emily examinait les documents avec un calme étrange. C'est donc ce qu'il est devenu, murmura-t-elle pour elle-même, presque engourdie par l'incrédulité. Je suis désolée, dit doucement Karen. Personne ne devrait découvrir ça le jour de son mariage. Non, répondit Emily, la voix ferme. Aujourd'hui est le jour parfait pour la vérité. À ce moment, Jacques quitta la sacristie et fut intercepté par Matthew, qui était pâle de panique. Les journalistes sont là. Ils sont aux portes de la cathédrale, Jacques. Le Financial Times publiera toute l'histoire dans 15 minutes. Avant que Jacques ne puisse répondre, Emily sortit de la pièce privée, Karen à ses côtés. Le contraste entre elles était frappant. Emily en élégance décontractée, Karen dans sa tenue digne, toutes deux rayonnant d'une certitude tranquille mais féroce. Le mariage est annulé, annonça Emily, sa voix résonnant dans la cathédrale. Un chaos feutré suivit. Les invités chuchotèrent, les appareils photos furent levés et les publicistes tapèrent furieusement sur leur téléphone. Jacques se dirigea vers Emily, le désespoir dans la voix. « Emily, on peut en parler. » « Parler ?» Elle rit amèrement. « Comment as-tu parlé à ces familles avant de détruire leur maison et leur vie ?» Karen observait l'échange avec un mélange de tristesse et de soulagement. Il y a 12 ans, elle avait été la seule à subir la cruauté de Jacques. Maintenant, le monde entier était sur le point de voir la vérité. Catherine Wilde s'approcha de Karen, posant légèrement une main sur son bras. « Tu as toujours su, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. « Même à l'époque ? Tu as vu le vrai Jacques ? » « Non, » répondit Karen, la voix ferme. « J'ai vu qui il aurait pu être. » Alors que le mariage était officiellement annulé, la cathédrale devint un centre de chaos maîtrisé. Les invités partaient discrètement alors que les notifications d'actualité commençaient à apparaître sur le scandale du Myanmar. Le nom Wilde, autrefois un phare de succès commercial, était maintenant entaché par le scandale, avec des accusations se propageant comme une traînée de poudre. Jacques était assis seul sur un banc, sa posture rigide, mais ses yeux trahissaient la dévastation intérieure alors qu'il regardait tout ce qu'il avait construit commencer à s'effondrer. À proximité, Matthew était au téléphone, essayant d'organiser une conférence de presse pour contenir les dégâts. « Nous devons réagir maintenant », argumenta-t-il. « Les marchés asiatiques ouvrent dans quelques heures. »« Il n'y aura pas de conférence de presse », interrompit fermement Catherine Wilde. « Mon fils affrontera les conséquences de ses actes. » Dans une chambre privée du Claridge's, Emily était assise entre ses parents tandis que des conseillers juridiques discutaient de stratégies pour éloigner la famille Bennett du scandale Wilde. « Papa », rompit Emily le silence tendu, la voix épaisse d'émotion. « Que savais-tu exactement du Myanmar ?» Bénédicte baissa les yeux, incapable de la regarder. « Emily, il y a certaines réalités en affaires. »« Que savais-tu » insista-t-elle, la voix brisée. Déborah répondit à la place de son mari, assez pour nous assurer d'avoir ce contrat de mariage. « Pourquoi penses-tu que j'étais si insistante ?» Pendant ce temps, dans un café tranquille près de la cathédrale, Karen et Natacha étaient en pleine discussion avec Richard Denny par appel vidéo. « Les familles au Myanmar veulent que tu les représentes, Karen, » expliqua Richard. « Elles font confiance à ton travail pour les droits de l'homme. »« Comment ont-elles même entendu parler de moi ?» demanda Karen, surprise. Richard échangea un regard avec Natacha. « Parce que je les ai contactées il y a des semaines, quand nous avons trouvé les premières preuves. » Elles avaient besoin de quelqu'un qui comprenait non seulement la loi, mais aussi Jacques Wilde. Le ciel de Londres s'assombrit, de lourds nuages promettant une tempête qui reflétait la tension au sol. Jacques Wilde sortit enfin de la cathédrale, pour être assailli par les photographes et les journalistes, leurs questions fendant l'air. « Monsieur Wilde, pouvez-vous confirmer les allégations de déplacement forcé au Myanmar ? Monsieur Wilde, est-il vrai qu'il y a eu des pots de vin à des fonctionnaires locaux ? Monsieur Wilde, votre fiancée, Emily Brandon, a déjà parlé de l'annulation. Quelle est votre réponse ? » Avant que son chauffeur ne puisse se frayer un chemin à travers la foule, Jacques entendit une voix familière derrière lui. « Jacques !» Il se retourna pour voir Karen, se tenant fermement à quelques mètres de là, serrant un dossier qu'il reconnut immédiatement. C'était le même qu'il avait vu avec Emily. « Pas ici », marmonna-t-il, presque suppliant.
Si, ici, répondit-elle fermement, la voix calme. Parce que c'est ici que tu affronteras enfin la vérité. Les flashs des appareils photo s'intensifièrent, capturant le moment où tout avait changé. Karen fit un pas de plus, chaque mouvement délibéré et plein de résolution. Il y a 12 ans, commença-t-elle, sa voix assez forte pour que la foule l'entende, tu m'as appris une leçon douloureuse sur l'ambition et le pouvoir. Elle s'arrêta, laissant les mots s'imprégner. Aujourd'hui, je vais t'apprendre une leçon de justice et de rédemption. Observant de loin, Catherine Wilde ressentit un mélange douloureux d'amour et de honte en voyant son fils confronté. À côté d'elle, Matthew, luttant toujours pour contenir les dégâts, rapporta avec un visage pâle, les actions ont chuté de 30%, et les investisseurs se retirent. Catherine secoua la tête. Laisse-les paniquer. Il est peut-être temps de reconstruire quelque chose de meilleur à partir des cendres. De l'autre côté de la ville, Emily était assise dans son appartement, physiquement et émotionnellement épuisée. Elle réagit à peine lorsque Natasha Chen entra avec un dossier. Il y a quelque chose que tu devrais voir, dit Natasha en le posant devant elle. Cela va au-delà du Myanmar. Il s'agit de Jacques, avant qu'il ne devienne cette personne. Emily leva les yeux, lasse. Qu'est-ce qui pourrait être pire? Ce n'est pas pire, juste différent. Il s'agit des choix qui ont fait de lui ce qu'il est. De retour dans la rue devant la cathédrale, Karen poursuivit sa confrontation avec Jacques. Chaque mot était chargé d'années d'histoire et de dures vérités. Ces familles au Myanmar ne sont pas de simples chiffres sur une feuille de calcul, Jacques. Ce sont de vraies personnes, avec des rêves et des vies. Tout comme nous en avions autrefois. Tu ne comprends pas, essaya d'argumenter Jacques, bien que sa voix fût faible. Dans le monde de l'entreprise. Non, l'interrompit-elle sèchement. C'est toi qui ne comprends pas. Le pouvoir sans but est vide. Le succès sans humanité est un échec. Juste à ce moment-là, les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber, doucement d'abord, puis se transformant en un rideau d'argent qui les submergea. Les journalistes reculèrent, mais Karen et Jacques restèrent debout, face à face, la pluie striant leur visage. « Que veux-tu » demanda finalement Jacques, sa voix à peine audible à travers la pluie. « Je veux que tu fasses ce qui est juste, Jacques. Juste une fois dans ta vie. Choisis le chemin difficile mais honorable. » Alors que la nuit tombait et que la tempête faisait rage, Jacques se retira dans son bureau à la tour Wilde. Il regarda la ville, sa vue maintenant obscurcie par la pluie. Les lumières des bâtiments voisins clignotaient comme des étoiles. Un rappel de toutes les nuits où il s'était senti invincible, veillant sur son empire depuis ce même endroit. Les avocats attendent dans la salle de conférence, dit Matthew en entrant. Ses cheveux en désordre et sa cravate lâche témoignaient du tribut des dernières heures. Ils ont une stratégie pour contenir cela. Non, répondit Jacques, sa voix étonnamment calme. Il n'y aura pas de confinement. De l'autre côté de la ville, dans son cabinet d'avocat, Samy & Associates, Karen coordonnait un appel vidéo avec des représentants du Myanmar. Les visages à l'écran, marqués par les épreuves et l'espoir, la regardaient avec anticipation. « Je vous le promets, dit-elle fermement. Nous chercherons la justice. Pas par la vengeance, mais par la vérité et la réparation. » Natasha, observant depuis le coin, vit une nouvelle force en Karen. Un but encore plus profond que ses victoires précédentes. Pendant ce temps, Emily était seule dans son appartement de Knightsbridge, parcourant de vieux emails de Jacques. Cachés entre des messages d'amour et des projets d'avenir se trouvaient des indices qu'elle avait autrefois négligés. Des indices de l'homme qu'il était devenu. Son téléphone sonna. C'était Catherine Wilde. « Emily » dit Catherine d'une voix lasse. « Il est sur le point de faire quelque chose. Quelque chose qui va tout changer. » Dans la salle de conférence de Wilde Enterprises, Jacques surprit tout le monde en appelant non seulement ses avocats, mais aussi des journalistes des principaux médias. Pas d'attaché de presse, ordonna-t-il. Pas de déclaration préparée. La nouvelle de la conférence de presse spontanée parvint à Karen, et elle se dirigea immédiatement vers la tour Wilde. Alors qu'elle et Natasha naviguaient dans le trafic du soir, Natasha demanda « Que penses-tu qu'il va faire ?» Pour la première fois en 12 ans, répondit Karen, « Je n'en ai aucune idée. » La salle de conférence était bondée lorsque Jacques entra enfin. Les appareils photo cliquèrent, les enregistreurs bipèrent, et pendant un instant, seul le bruit de la pluie contre les fenêtres remplit la pièce. « Il y a 12 ans, commença Jacques,
sa voix plus douce que quiconque ne s'y attendait, « J'ai fait un choix qui a défini mon chemin. J'ai choisi le pouvoir plutôt que l'amour. L'ambition plutôt que la compassion. » Karen, qui était arrivée quelques instants auparavant et se tenait près de la porte, sentit une pointe au cœur. Dans son ton, elle entendit quelque chose de l'homme qu'elle avait autrefois aimé. Le projet Myanmar n'était pas une erreur de parcours ou un accident d'entreprise, continua-t-il, la voix ferme. C'était le résultat direct des choix que j'ai faits. De qui j'ai choisi de devenir. Matthew, cherchant toujours une issue, tenta de l'interrompre, mais Jacques leva la main pour le faire taire. Je suis ici pour assumer l'entière responsabilité. Wild Enterprises ne suspendra pas seulement toutes ses opérations au Myanmar, mais établira un fonds d'indemnisation pour les familles affectées. Les journalistes commencèrent à poser des questions, mais Jacques continua. De plus, je démissionne de mon poste de président. Le conseil d'administration recevra ma lettre de démission plus tard dans la journée, ainsi qu'un plan de restructuration qui privilégie les pratiques éthiques. Dans le coin, Catherine regardait son fils avec des larmes silencieuses. Pour la première fois depuis des années, elle le voyait non pas comme le dirigeant assoiffé de pouvoir, mais comme son fils, sortant de l'ombre qu'il était devenu. Émilie, qui était arrivée discrètement pendant son discours, se pencha vers Karen. « Savais-tu qu'il ferait ça ?» Karen secoua la tête. « Non. Mais peut-être que j'attendais ça depuis le début. » Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'appels, de déclarations et de réunions de conseils d'administration d'urgence. Alors que l'empire de Jacques commençait sa transformation, il resta dans son bureau, emballant ses affaires personnelles. Dans un tiroir, il trouva une vieille photographie, jaunie par le temps. Lui et Karen à sa remise de diplôme, tous deux souriant avec les brillants espoirs de la jeunesse. Derrière la photo se trouvait un message manuscrit, « Je croirai toujours en l'homme que tu peux être. » Un léger coup à la porte interrompit sa rêverie. C'était Karen. « Les représentants du Myanmar veulent vous rencontrer, » dit-elle, sa voix calme mais directe. « En personne. »« Je sais, » répondit Jacques, déjà résigné. « J'ai réservé les billets. » Karen le regarda, à la fois fière et peinée. « Ce ne sera pas facile, tu sais. Affronter ce que tu as fait. Voir les vies que tu as affectées. Rien de ce qui en vaut la peine n'est facile, dit-il, un léger sourire traversant son visage. C'est toi qui me l'as appris, tu te souviens? Cependant, la ville de Londres poursuivait son rythme nocturne, ses lumières scintillant indifféremment contre les structures d'acier et de verre. À l'intérieur de Wild Enterprises, cependant, quelque chose avait changé. Ce n'était pas le pardon. Jacques Wild était loin de le mériter encore. Ni la rédemption, car cela prendrait des années de reconstruction et d'humilité. Mais peut-être, pour la première fois, avait-il fait un pas pour devenir quelqu'un de meilleur qu'il n'avait été. À des milliers de kilomètres de là, Yangon, au Myanmar, était enveloppé d'une chaleur humide qui ressemblait à une couverture étouffante. Jacques, vêtu d'un costume beige clair, regardait par la fenêtre de la voiture alors qu'ils traversaient la ville, en direction de leur première rencontre avec les familles affectées par ces décisions. Assise à côté de lui, Karen examinait une pile de documents, son expression concentrée. Le silence dans la voiture n'était rompu que par le ronronnement de la climatisation et les bruits de la ville à l'extérieur. « La première famille que nous rencontrons est la famille Dan, » dit enfin Karen, rompant le silence. Ils ont perdu non seulement leur terre, mais aussi 3 générations d'histoire. Pendant ce temps, à l'hôtel, Catherine Wild suivait les nouvelles internationales sur Wild Enterprises. Les actions de la société avaient commencé à se stabiliser après leur chute initiale, mais le vrai travail ne faisait que commencer. Les actionnaires sont divisés, rapporta Matthew par appel vidéo. La moitié veut votre tête, mais l'autre moitié voit cela comme une chance de se refaire une image éthique. Et Émilie, demanda Catherine, notant l'absence de nouvelles sur l'ancienne fiancée de son fils. Elle gère temporairement les opérations des Bennett en Asie, répondit Matthew. Elle fait un excellent travail. La voiture s'arrêta devant un ancien temple bouddhiste, choisi par les représentants des familles pour sa signification spirituelle. C'était un terrain neutre, un lieu où des vérités difficiles pouvaient être dites, et peut-être, où une certaine guérison pouvait commencer. Souviens-toi, dit Karen alors qu'elle et Jacques se préparaient à sortir de la voiture, nous ne sommes pas ici pour négocier. Nous sommes ici pour écouter. À l'intérieur, le temple était frais et silencieux, un soulagement bienvenu après la chaleur intense.
Assis en tailleur sur des nattes tressées se trouvaient 15 représentants des familles affectées. Leur visage témoignait d'un mélange de dignité et de chagrin. Le premier à parler fut Humindan, un homme aux cheveux gris et aux yeux perçants. « Monsieur Wilde, commença-t-il, sa voix calme mais inébranlable, êtes-vous venu voir par vous-même ce que vos papiers et vos chiffres signifient dans le monde réel ?» Pendant les 2 heures suivantes, Jacques écouta les familles raconter leurs histoires. Leurs maisons détruites, leurs champs rendus inutiles, leur vie déracinée. Non pas par des catastrophes naturelles, non pas par des guerres, mais par des décisions prises dans des salles de conseil climatisées, à des mondes de distance. Une femme âgée, les larmes coulant sur son visage usé, partagea « Ma petite fille me demande tous les soirs quand nous pourrons rentrer à la maison. Que devrais-je lui dire ?» Karen traduisit chaque mot, chaque phrase dégoulinant d'émotion. Jacques pouvait voir ses mains trembler alors qu'elle essayait de maintenir son professionnalisme. Pendant une pause, Jacques sortit, remarquant à peine la chaleur humide qui le frappa comme un mur. Son téléphone vibrait sans arrêt des mises à jour de Matthew sur l'entreprise, des messages d'avocats, des demandes de journalistes. « Tu tiens le coup ?» demanda Karen en le rejoignant à l'extérieur. Jacques la regarda, son visage un mélange d'épuisement et de culpabilité. « Je ne sais pas », répondit-il honnêtement. « Comment quelqu'un peut-il supporter d'entendre qu'il a ruiné des vies pour le profit ? » Pas en faisant face, répondit-elle simplement. Mais en se transformant. De retour à l'intérieur, Humindan fit une proposition qui surprit tout le monde. « Nous ne voulons pas seulement de l'argent, déclara-t-il, la voix ferme. Nous voulons avoir notre mot à dire dans les décisions qui affectent nos vies. Nous voulons un siège au conseil d'administration de Wilde Enterprises. » Jacques jeta un coup d'œil à Karen, qui traduisit les mots avec un léger sourire. C'était une demande inattendue mais juste. Plus que juste, répondit Jacques après un moment, hochant la tête en signe d'accord. De retour à l'hôtel, Catherine recevait des mises à jour lorsqu'une visiteuse inattendue arriva, Emily Brandon. « Je suis venue voir par moi-même », expliqua Emily, son visage montrant la fatigue du voyage. « J'ai besoin de comprendre. » Pendant ce temps, dans sa chambre d'hôtel, Jacques était assis seul, aux prises avec les histoires qu'il avait entendues. Les paroles de la famille résonnaient dans son esprit, se mêlant aux souvenirs des choix qu'il avait faits, des moments où il aurait pu prendre un chemin différent. Son téléphone sonna. C'était Natacha Chen. « La famille vient d'envoyer ses réflexions sur la réunion d'aujourd'hui, dit-elle. Ils ont vu quelque chose qu'ils n'attendaient pas. » « Qu'est-ce que c'était ?» demanda Jacques, redoutant presque la réponse. « De l'humanité, » répondit simplement Natacha. Le lendemain matin, ils partirent visiter les terres touchées par le projet Wilde. Le trajet les mena le long de routes de terre rouge, s'éloignant de la ville animée vers les zones arides transformées par l'ambition des entreprises. Jacques, assis à l'arrière, regardait le paysage passer de champs verdoyants à des terrains vagues désolés, avec des engins de construction abandonnés éparpillés comme des squelettes sous le soleil implacable. Là, dit Humindan en montrant par la fenêtre. C'était le cœur de notre village. La voiture s'arrêta, et Jacques sortit, fixant ce qui était autrefois une communauté prospère, maintenant réduite à une étendue de terre nue, marquée seulement par quelques fondations exposées et des arbres tenaces qui refusaient de mourir. Les maisons étaient disposées en cercle, expliqua Humindan, sa voix épaisse de souvenirs. Au centre, nous avions un espace commun pour nos célébrations, nos festivals, nos mariages. Karen, traduisant chaque mot, remarqua que le visage de Jacques devenait pâle. La réalité de ce qu'il avait causé le frappait plus durement que n'importe quel rapport d'entreprise ne le pourrait. Humindan les conduisit à un ancien figuier, ses racines tordues à moitié exposées dans le sol aride. « Mon père a planté cet arbre quand je suis né, dit-il. C'est une tradition dans notre famille, un arbre pour chaque nouveau membre. » Catherine, qui avait insisté pour se joindre à la visite, attrapa instinctivement la main de son fils, comme s'il était de nouveau un petit garçon, plantant des fleurs avec elle dans le jardin de leur maison. Quelques pas derrière, Émilie observait en silence, prenant des notes sur sa tablette. Elle réalisa qu'il ne s'agissait pas seulement de données et de chiffres, mais de vie, d'histoire, de traditions qui avaient été détruites au nom du progrès. Alors qu'elle regardait autour d'elle, Jacques prit la parole, la voix rauque. Les rapports classaient cette zone comme un terrain sous-utilisé à potentiel industriel. Il regarda Humindan avec regret dans les yeux. Il n'y avait aucune mention d'arbre généalogique ou d'espace sacré. Certaines valeurs, répondit doucement Karen, ne peuvent pas être quantifiées sur des feuilles de calcul.
La délégation poursuivit son voyage, s'arrêtant à chaque point où les familles partageaient leurs histoires, ajoutant de nouvelles couches de réalité douloureuse que Jack Wild ne pouvait plus ignorer. À un arrêt, une femme âgée conduisit le groupe à une petite tombe envahie par la végétation, le lieu de repos de son jeune petit-fils. Il est tombé malade pendant le déplacement, expliqua-t-elle doucement à travers Karen, qui traduisait. Le changement, le stress. Son petit corps n'a pas pu le supporter. Jack s'éloigna du groupe, c'est pas lourd. Trébuchant, il se retrouva appuyé contre un arbre solitaire, son corps secoué de sanglots silencieux la première fois qu'il pleurait depuis des années. De loin, Catherine regardait son fils, la tristesse et le regret profond dans ses yeux. Elle se tourna vers Karen, qui observait Jack en silence. « Vous vous attendiez à ça ?» demanda Catherine, sa voix à peine un murmure. « Je savais qu'il avait besoin de le voir », répondit Karen. C'est l'impact réel de ses décisions prises dans des salles de conseil froides. Debout à proximité, Emily, qui avait maintenu une distance professionnelle, s'approcha enfin de Jack, sa voix basse et ferme. « Ça aurait pu être notre héritage commun, dit-elle doucement. Peut-être que l'univers nous a sauvés de quelque chose de bien pire qu'un fiançailles rompu. » Plus tard dans l'après-midi, Humindan conduisit le groupe à une école de fortune, où les enfants des familles déplacées étudiaient. Des dessins couvraient les murs de bambou, chaque image remplie de souvenirs de maisons perdues, de jardins déchirés et de vies brisées. Ils n'ont pas cessé de rêver, expliqua l'enseignant. Ils rêvent juste différemment maintenant. Jacques s'arrêta devant un dessin particulier, une simple maison sous un grand arbre, avec des fleurs colorées l'entourant. Dans le coin, en anglais hésitant, étaient écrits les mots « Ma vraie maison ». Jacques se tourna vers le groupe. Le fonds d'indemnisation. Ce ne sera pas seulement de l'argent, dit-il soudain, la voix résolue. Nous allons reconstruire, pas seulement des maisons, mais des communautés entières. Et cette fois, nous le ferons bien. Karen traduisit ces paroles, observant l'espoir, prudent mais réel, commencer à illuminer les visages autour d'eux. Un homme dans la foule demanda avec hésitation, « Comment pouvons-nous vous faire confiance ?» Jacques le regarda dans les yeux, répondant honnêtement par l'intermédiaire de Karen. « Vous ne le pouvez pas. Pas encore. Mais c'est pourquoi je veux que vous soyez là. Pour superviser chaque décision, chaque étape, chaque centime. » À la fin de la journée, la communauté prépara un repas traditionnel, partageant des histoires autour de plats simples. Jacques s'assit parmi eux, mangeant avec ses mains, humilié par l'expérience. Alors que la nuit tombait, Humindan s'adressa de nouveau à lui. « Demain, nous vous montrerons nos plans de reconstruction. Nous ne voulons pas seulement restaurer ce que nous avions. Nous voulons créer quelque chose de meilleur. » Plus tard, sous le vaste ciel du Myanmar, Jacques trouva les mots qu'il cherchait. « J'ai passé des années à construire quelque chose que je pensais important, » avoua-t-il à Karen, qui était restée à ses côtés tout au long. « Mais pour la première fois, j'ai la chance de construire quelque chose qui compte vraiment. » 3 mois plus tard, de retour à Londres, Wild Enterprises avait été transformé. Les murs froids d'acier et de verre étaient maintenant adoucis par des plantes et des photos des communautés du Myanmar. Une carte dans la salle de réunion principale affichait les progrès de chaque projet de reconstruction. Jacques, qui partageait désormais son temps entre Londres et Yangon, étudiait un rapport lorsque Catherine entra avec des yeux brillants. « Le conseil l'a approuvé à l'unanimité », annonça-t-elle, un véritable sourire illuminant son visage. Le programme de reconstruction sera étendu à d'autres régions touchées par des projets d'entreprise. La transformation de Wild Enterprises était devenue un modèle dans les cercles d'affaires. Avec des représentants des communautés affectées rejoignant la structure de gouvernance, l'entreprise redéfinissait la responsabilité d'entreprise. Emily, qui était restée impliquée, dirigeait désormais une initiative conjointe de développement durable entre l'entreprise de sa famille et Wild Enterprises. Lors d'une vidéoconférence avec Karen, elle réfléchit, c'est étrange. Le mariage n'a pas eu lieu, mais nous avons fini par créer quelque chose de beaucoup plus significatif. Le propre cabinet d'avocats de Karen, Samy & Associates, s'était agrandi. Devenu un leader en matière de justice d'entreprise avec des clients sur tous les continents. Un après-midi, son assistante l'interrompit pour annoncer « Humindan est en ligne ». L'écran de Karen s'illumina du visage d'Humindan, une pointe de fierté dans son expression alors qu'il rapportait « Les premières maisons sont presque terminées. Et les arbres que Jacques a insisté pour planter, un pour chaque famille, prennent racine. » Karen sourit à la mention de Jacques. Leur conversation récente,
maintenant fréquente et de plus en plus naturelle. Ils avaient construit quelque chose entre eux qui n'était pas le passé, mais plutôt quelque chose de entièrement nouveau. « Comment va-t-il » demanda-t-elle nonchalamment. L'expression domine dans s'adoucit. Différent. Il écoute plus qu'il ne parle maintenant. Et ses mains ont de vraies callosités. En effet, au Myanmar, Jacques avait troqué ses costumes italiens contre des vêtements de travail, passant des journées sur les chantiers de construction, apprenant des habitants. Catherine, qui lui rendait visite de temps en temps, le reconnaissait à peine, non seulement en apparence mais aussi en esprit. « Tu sembles en paix » commenta-t-elle un jour. « Ce n'est pas exactement la paix » répondit-il en s'essuyant le front. « C'est un but. » La nouvelle de la transformation de Wild Enterprises commença à influencer d'autres entreprises. Les publications économiques consacrèrent des titres à « l'effet Wild ». Un modèle montrant qu'un véritable impact social pouvait aller de pair avec les profits. Un après-midi, en plantant un arbre au Myanmar, Jacques reçut un message de Karen. « Le conseil a approuvé votre projet de centre communautaire. Félicitations. » Un sourire traversa son visage en pensant à leur récente conversation sincère. « Viens voir par toi-même, répondit-il. C'est différent ici. » Une semaine plus tard, Karen atterrit à Yangon, où la chaleur familière et les rues animées l'accueillirent. Jacques attendait, bronzé, visiblement changé, dans une simple chemise et un pantalon cargo. « Bon retour, dit-il, les mots simples mais sincères. » Pendant le trajet vers le projet, Karen vit des signes de vie partout. De nouvelles maisons, des jardins, des enfants qui jouent. « C'est l'emplacement du centre communautaire, dit Jacques en montrant du doigt. Humindan a suggéré d'inclure une bibliothèque et des cours d'anglais. Karen observa non seulement les changements physiques, mais aussi la façon dont les gens interagissaient avec Jacques, avec un respect et une familiarité authentiques. « Tu as vraiment changé » remarqua-t-elle. Jacques secoua la tête en souriant doucement. « Non, j'ai juste trouvé la personne que j'aurais dû être depuis le début. » Alors que la nuit tombait, Jacques et Karen se retrouvèrent à parler sous un arbre nouvellement planté, partageant leurs réflexions sur l'avenir. Karen réalisa que parfois, pour terminer une histoire, il fallait écrire une nouvelle fin. Jacques la regarda, puis la communauté autour d'eux, comprenant enfin ce que signifiait vraiment reconstruire. Un an plus tard, le nouveau siège durable de Wild Enterprises se dressait comme un point de repère à Londres. Ses murs verts et ses panneaux solaires témoignaient du changement. Jacques, maintenant directeur de l'impact social, examinait des photos d'un Myanmar transformé, des maisons reconstruites, des écoles florissantes et, surtout, les sourires sur les visages des gens. Charlotte, maintenant PDG par intérim, entra avec un sourire contenu. « Les chiffres du 3e trimestre sont arrivés », annonça-t-elle. 15% de croissance. Durable, éthique, avec un réel impact social. Wild Enterprises était devenu un modèle commercial étudié dans le monde entier, prouvant que profit et but pouvaient coexister. De l'autre côté de la rue, chez Samy & Associates, Karen préparait une présentation. Le bâtiment de Wild Enterprises en face était un rappel constant de tout ce qui avait changé. Le véritable coût des affaires, commença-t-elle dans sa présentation, ne se mesure pas en profit. Il se mesure en vies impactées, en communautés renforcées et en héritage préservé. Après, Catherine s'approcha d'elle. « Il demande de tes nouvelles », dit-elle simplement. Karen sourit doucement. « Je sais. Nous trouvons notre propre rythme. » Au Myanmar, Humindan supervisait une nouvelle cérémonie. Un arbre planté pour chaque enfant né dans la communauté, une tradition presque perdue mais maintenant renouvelée. À Londres, Jacques finalisait les préparatifs de son prochain voyage lorsqu'il reçut un message de Karen. « Dîner ce soir ? J'ai des nouvelles sur l'expansion. » Leur réunion était progressivement passée de professionnel à personnel. Les conversations dérivaient souvent vers des souvenirs, des rêves et des possibilités tacites. Au dîner, Jacques réfléchit. Parfois, nous devons tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment. Karen le fixa, souriant. Et qu'est-ce qui compte vraiment ? La vérité, le but, répondit-il, s'arrêtant en croisant son regard, et les deuxièmes chances. Alors que l'automne peignait Londres de teintes riches, un jardin sur le toit s'épanouissait au sommet de Wild Enterprises, inspiré par les potagers du Myanmar. Dirigeants et employés s'occupaient ensemble d'herbes et de légumes, apprenant les leçons de la croissance et de la patience. Karen rejoignit Jacques dans le jardin sur le toit un soir, le regardant arroser les plantes.
J'ai entendu dire que tu vas au festival des récoltes. Viens avec moi, répondit-il sans hésitation. Pas en tant qu'avocate ou consultante. Viens, tout simplement. Le soleil plongea sous l'horizon, projetant des nuances de rose et d'orange dans le ciel. Dans le jardin, entouré de croissance et de nouveaux départs, deux personnes qui avaient parcouru de longs chemins séparés trouvaient enfin un nouveau départ. Karen sourit. Allons-y ensemble. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous serions ravis de vous lire. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.